Je vais laisser le public réfléchir à s'ils ont des questions, de même pour les intervenants, et peut-être inviter Madame Chabot à réagir à ces différentes présentations et ces innovations pour préserver l'environnement. Non, merci messieurs, parce que c'était vraiment très très intéressant. Alors moi j'essaie de rêver le futur un petit peu en vous écoutant. Et donc mes questions c'est, est-ce que d'ici peu, concernant l'observation satellitaire, on va pouvoir, parce que quand on voit les progrès qui sont réalisés et l'évolution des technologies qui est si rapide, on se dit d'ici peu on va pouvoir, en conjuguant AIS et radar satellite, finalement, non seulement repérer la moindre trace sur les océans et en même temps connaître l'auteur, et donc tout ça sur la surface des océans. On se dit que c'est pas pour après-demain matin, mais peut-être pour demain matin. Ça, c'est une première question. Et puis, quand on regarde un petit peu tout ce que vous nous avez présenté, l'expérience de Deepwater Horizon, on sait qu'ils ont créé, vous en avez parlé, tout un système d'intervention en cas d'un prochain accident, qu'ils peuvent être véritablement opérationnels. Et là, on se dit qu'on rêve un petit peu d'un système d'intervention extrêmement efficace, de gestion de crise d'une part, mais de la réunion de moyens techniques d'intervention à l'échelle européenne en cas d'un prochain accident entre le Finistère, sur les côtes européennes. Donc on s'est dit pourquoi on n'est pas en train d'étudier ça, parce que finalement c'est assez, il y a l'appel à une innovation lancée par les Norvégiens, il y a ce que chacun a montré. On se dit que est-ce qu'il n'y a pas une coordination plus européenne avec quand on a travaillé à la section environnement du Conseil économique, social, environnemental sur l'avis sur la gestion des risques des plateformes pétrolières. C'est un avis qui était porté par Jacques Bell, et c'est vrai qu'on avait pas mal regardé cette espèce de coopérative mise au point par les Américains, hein, cette capacité d'intervention en cas de souci. Alors j'ai peut-être pas bien compris, c'est peut-être déjà en cours au niveau européen, parce que voilà, c'est ça dont on rêve un petit peu. C'est ça la question? Je vais commencer donc par le premier volet de la question, donc parler un petit peu donc des limites des systèmes là, donc, dont on a donné un aperçu aujourd'hui. Identifier toutes les pollutions, identifier tous les pollueurs. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Pourquoi? Donc, bon, premièrement, donc les systèmes qu'on utilise ne sont pas des systèmes permanents. Donc, une des contraintes, c'est la revisite du satellite sur une zone d'observation, donc il ne passe pas en permanence sur la zone de surveillance. Et ces satellites, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, ont une durée de vie limitée, donc il faut s'assurer. Donc là, on est un peu aussi obligé de parler d'argent. Donc on a besoin d'une continuité de ces systèmes qui sont mis en place au niveau européen en particulier. Donc ça fait partie du programme GMES là, qui a été évoqué aussi donc, dans une des présentations. Donc ça, c'est une des premières limitations. Donc on ne va pas tout surveiller. Je pense que c'est peut-être pas l'objectif non plus, mais un des premiers objectifs, c'est qu'il y ait un effet dissuasif pour montrer qu'une technologie, des solutions existent pour surveiller des pratiques illicites. Donc ça, c'est le premier point sur la capacité de détection. Donc ensuite, identifier le pollueur. On a montré des exemples donc, de technologies qui permettent donc, d'identifier par comparaison de l'AIS et des nappes de pollution, identifier ces pollueurs. Là aussi, il y a des limitations. Pourquoi? Parce que tout d'abord, tous les navires ne sont pas obligés d'utiliser l'AIS. Donc ça, c'est pour prendre un exemple, par exemple, dont on a parlé dans les courses à la voile. Là, donc dans le Vendée Globe, on a eu des collisions entre les bateaux, et, entre les voiliers et des navires de pêche. Donc le système AIS n'est pas obligatoire encore pour tous les navires de pêche. Hein. Donc ça va être mis pour les nouveaux à partir d'une certaine taille. Donc il y a des petites restrictions effectivement comme ça. Donc l'autre limitation, c'est que les
les systèmes AIS peuvent être coupés. Donc, bon, il se peut que des navires qui ont des mauvaises intentions coupent le système. Donc, c'est aussi une des limitations. Donc, voilà je dirais pas des limitations, en tout cas, à l'utilisation de ces technologies. Et pour des surveillances globales, hein, aujourd'hui, l'AIS, il fonctionne principalement près des côtes. L'écoute par satellite, c'est aussi quelque chose d'émergent, et donc ça, c'est quelque chose qui doit être développé pour être 100% opérationnel. Donc voilà. Enfin bon, ensuite, pour la deuxième partie de la question, enfin, je vais laisser répondre M. Rousseau. Bon, le système CleanSeaNet qui a été mis en place par l'Agence de sécurité européenne est un bon exemple donc de fédération au niveau européen d'un outil qui est par essence partageable, hein, le satellite, c'est un outil global. Bon, une des limitations qu'on a pu mentionner, c'est qu'il n'y a pas forcément non plus homogénéisation des pratiques législatives, donc au niveau des différents États membres. Et donc, bon, pour prendre en compte les besoins spécifiques nationaux, il peut y avoir aussi besoin d'utilisation d'infrastructures propres, comme on a ici donc en France et en Bretagne, et l'utiliser à 100% de ses capacités. C'est sûr que c'est un outil dont on peut encore augmenter l'utilisation. Voilà. Alors pour répondre à la question en matière de coopération internationale pour la mise en œuvre de moyens, je dirais que ça se situe à différents niveaux en Europe et qu'on a vu une progression très nette déjà entre l'ERICA et le Prestige. Alors la France est au milieu de l'Europe un pays qui a le plus de conventions, d'accords bilatéraux et multilatéraux avec tous ses voisins. Nous, on n'est pas dans la convention d'Helsinki pour la Baltique, parce qu'on n'est pas dans le Baltique, mais on commence avec l'accord de Bonn pour les pays borduriers de la mer du Nord. Ensuite, on a un accord avec les Anglais. Enfin, tout le long de notre côte, avec tous nos partenaires, nous avons des accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux qui font que dès qu'il y a un incident, on peut, via ces accords, mobiliser les moyens de nos voisins. Ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau européen, ça se situe à la fois au niveau de Bruxelles. L'unité environnement de Bruxelles a en place un centre d'information opérationnelle qui s'appelle le MIC, Monitoring Information Center, qui est capable de mobiliser des moyens au niveau européen. Et l'EMSA a mis en place, et c'est un de ses plus gros budgets en matière d'aspect pollution, a mis en place un système d'armement de navires sur toutes les façades européennes qui permet de mobiliser en des temps très rapides des navires qui sont prééquipés pour venir lutter en mer. Alors, pourquoi ça? Parce qu'on s'est aperçu, et Asti, M. Madère l'a dit tout à l'heure, au début d'une pollution, vous avez des nappes importantes qui sont accessibles de façon efficace à des moyens de lutte par des navires spécialisés. Et ensuite, avec le vieillissement, quand ça commence à se fractionner, et on l'a vu dans le cadre du Prestige, hein, on aurait pu arrêter plus tôt les navires spécialisés et faire intervenir plus tôt les navires de pêche, parce que les navires de pêche, au final, même s'ils ont ramassé ça à la petite cuillère, ils ont ramassé plus de pétrole que les navires spécialisés. Pourquoi? Parce que les nappes se sont fractionnées et puis les gros navires, ils étaient plus efficaces. Donc ça, c'est au niveau européen. Au niveau international, l'OMI est capable aussi de mobiliser des moyens, et suite à Deepwater Horizon, dans notre groupe de travail au PRC-HNS, nous avons commencé sous l'impulsion des Américains qui ont eu à mobiliser beaucoup de moyens internationaux. Nous sommes en train de préparer un guide pour la mobilisation des moyens, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de problèmes quand on veut mobiliser des moyens. Bon, c'est plus vrai pour les Américains parce qu'ils ne connaissent pas bien ce qui se fait ailleurs. Mais au niveau européen, on se connaît mieux, donc c'est plus facile. Mais bon, on est en train de travailler comme ça. Et au niveau de l'industrie, il existe à travers le monde des grandes coopératives industrielles,
par les armements, par les pétroliers notamment. Et il y en a une qui existe à Southampton, qui est une des plus grosses dans le monde. Et c'est cette coopérative de Southampton qui a le premier modèle de système de capture, d'arrêt, de fuite au niveau d'une tête de puits. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau international, entre les pays, au niveau de l'Europe et au niveau international. Bon, c'est pas pour autant que demain on est... Mais aujourd'hui, l'idée d'aller lutter tout seul contre une pollution accidentelle, c'est clair qu'il n'y a aucun pays qui imagine pouvoir le faire tout seul. Donc beaucoup de choses se mettent immédiatement en place à travers différentes voies et ça demande... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices de mise en œuvre de moyens qui se font au niveau international et aujourd'hui avec l'EMSA et ses navires pour que tout le monde s'entraîne ensemble, connaisse les moyens des autres et soit capable d'intervenir efficacement le jour où il y a un accident. Donc les choses progressent et on a vu une très très nette différence entre l'Erika et le Prestige en termes de mobilisation de moyens. Ça a été pratiquement immédiat pour le Prestige alors que pour l'Erika, ça avait été un peu plus lent. Merci. Ma question, c'est aussi la gestion, enfin la coordination. Si tout est anticipé, si on sait qu'à l'instant T, dès qu'on est informé de la catastrophe, il y a un pilote qui déclenche la mise en œuvre des moyens, etc. C'est peut-être un peu utopique cette question, mais on peut pas. Est-ce qu'il existe un plan de gestion de crise avec un tel intervient, avec des moyens locaux, qui pilote? Enfin, voilà, c'est ça un peu la question. C'est clair que dans les pays européens, en tout cas, c'est l'État pollué, c'est l'autorité de l'État pollué qui gère la situation de crise. Par exemple, je vais vous donner un exemple très, très clair pendant le Prestige. Au début, les moyens, les navires spécialisés de lutte, comme d'ailleurs les pêcheurs, ont été gérés par les autorités espagnoles. Et quand on est passé dans la limite de responsabilité des eaux françaises, donc vous tirez un trait au niveau à peu près de Biarritz, là, en 45 degrés au milieu du golfe de Gascogne, c'est les autorités françaises, donc c'est le préfet maritime de l'Atlantique qui prend la coordination des moyens. Eh bien, la coordination opérationnelle des moyens, et c'est passé très naturellement entre les autorités espagnoles et les autorités françaises. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien, parce que ce sont des choses qui fonctionnent pour tout un tas d'autres situations de crise que simplement la pollution. Le secours à un navire en difficulté, voilà, il y a plein de choses qui fonctionnent déjà très très bien en Europe, et la pollution n'est qu'un des exemples de coordination opérationnelle qui existent, et donc ça se fait entre États, et ça se fait très naturellement. Je veux dire, on ne se pose même pas de questions métaphysiques sur ce sujet-là. Je crois qu'il y a des questions du public dans la salle. Ma première question, ça serait plus le premier intervenant sur la technologie des barrages flottants. Est-ce qu'il y a une évolution, une recherche pour faire, par exemple, un bloc de la nappe et puis en imageant la rendre solide et la tracter ou autre? Alors, il y a tous les jours les industriels, vous voyez, il y a des projets de recherche qui sont lancés régulièrement sur ça, et c'est vrai que les fabricants de matériel font évoluer régulièrement les technologies des barrages, mais le barrage, si vous voulez, la technologie du barrage, ça répond à une règle très très simple, à savoir que au-delà de, allez, pour faire facile, un nœud de courant perpendiculaire au barrage, eh ben, vous n'arrêtez plus rien. Quelle que soit la taille du barrage, quelle que soit la quantité de pétrole, vous avez des phénomènes qui sont générés par le barrage lui-même, qui font que vous avez des fuites, des vortex qui font que le pétrole part par en dessous ou par au-dessus parce qu'il y a de l'agitation de surface. Donc à partir de 0,65 15 mètres par seconde, c'est-à-dire à peu près un nautique, eh bien, vous êtes obligé de donner un certain angle pour pouvoir contenir ou dévier le pétrole. Et à partir du moment où vous commencez à donner de l'angle, vous êtes obligé de mettre des distances beaucoup plus importantes. Donc, chaluter des nappes, sur le papier, c'est théoriquement très facile. Dans la réalité, on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué et que les limitations, surtout en mer, sont atteintes très rapidement. Alors, c'est clair que et c'est aussi une des leçons de l'Erika par rapport au Prestige,
jusqu'à l'Erika, on disait qu'au-delà de mer 3, on ne savait rien faire. Et sous l'impulsion, notamment du préfet maritime à l'époque, et ensuite pendant le Prestige, on a dit on ne peut pas ne rien faire. Donc on a essayé de faire des choses au-delà de ses limites théoriques. Vous savez, c'est ce que disait Churchill, tout le monde savait que c'était impossible, et puis quelqu'un est arrivé un jour qui ne le savait pas, et puis il l'a fait. C'est exactement ça. On a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc là, on a mis en place des stratégies qui font que le préfet maritime avait dit, je veux que les moyens soient en mer le plus tôt possible, pour que dès qu'on a un petit créneau d'intervention, on puisse le mettre à profit pour faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que Erika, l'image simple, c'est 20 000 tonnes de pétrole à l'eau, 260 000 et des broutilles, tonnes de déchets traités sur le littoral. L'impact de la pollution d'Erika, ce n'est pas les 20 000 tonnes de pétrole, c'est 260 000 tonnes de sable à moins de 10% de pétrole qu'on a prélevé du littoral. C'est ça le vrai impact. Et donc l'idée, c'est que tout mètre cube de pétrole que vous récupérez en mer, eh bien, c'est des dizaines de mètres cubes de sable pollué que vous n'avez pas à récupérer, stocker, transférer et traiter à terre. Donc, ça, c'est une grande motivation pour aller faire quelque chose en mer, avec toutes les limitations que j'ai dit au début. Donc, même si les conditions sont très difficiles, maintenant, et je pense que ça sera répété dans l'avenir, chaque fois qu'on pourra faire quelque chose en mer, même si c'est peu, et on le voit bien, on a récupéré 1100 tonnes de pétrole pour l'Erika. Pendant le Prestige, on a récupéré des dizaines de milliers de tonnes de pétrole en mer, que ce soit avec les navires spécialisés ou avec les pêcheurs, avec des moyens très rudimentaires. Donc vous voyez, c'est une énorme évolution entre l'Erika et le Prestige. J'espère que j'ai répondu à votre question. Tout à fait, merci. Et ma deuxième question, peut-être la réponse pour demain, mais à tout le monde, c'est pas vraiment sur l'hydrocarbure, c'est sur le 7e océan de plastique. Est-ce qu'il y a des études qui sont en train de se faire et les questions se posent. Enfin voilà, un point d'interrogation. Je pense qu'on répondra, si vous voulez, à cette question plus tard. Vous pouvez parler avec moi ou avec Monsieur Rousseau, puisque nous allons justement parler des déchets incessamment sous peu, donc hors conférence sur la sécurité maritime. Et on va donner la parole à Jacques Bell, qui avait effectivement une question pour nos intervenants. Oui, bonjour. C'est simplement, on se rend compte, donc Jacques Bell, effectivement, je suis avec Catherine Chabot, nous sommes au Conseil économique, social et environnemental à Paris, et nous avons auditionné Christophe Rousseau justement lors d'un avis sur les plateformes pétrolières. Et simplement, je me rends compte qu'à travers la catastrophe de Deepwater, il y a eu des mouvements qui ont été enclenchés. La catastrophe du Prestige, ça donne un peu la même chose. Là, je vois qu'il y a beaucoup des solutions et des innovations existent. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme vous qui travaillez sur comment sécuriser d'une manière passive les bateaux, comment optimiser justement la circulation et les pollutions à travers les satellites. Et en fait, quand on voit les discussions qu'il y a au niveau européen entre les pays pour les budgets là, qui se préparent, on a l'impression que, tiens, tel satellite, pof, on va le dégager, telle recherche, on va le mettre pour plus tard. Donc, je me demande quel est votre sentiment par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire pour ceux qui ont besoin, et je pense que tout le monde en a besoin, de moyens pour aller plus loin et pour faire progresser. Est-ce que la situation est favorable c'est une question piège, bien sûr. Est-ce qu'elle est favorable ou est-ce qu'elle est franchement défavorable et qu'il faut attendre une autre catastrophe pour que... Voilà. Je vais répondre très simplement. Sans parler de la partie réglementaire qui... Oui, mais bon, en période de crise, les arbitrages budgétaires, ils sont sur des priorités. Et sauf avoir demain une nouvelle grande catastrophe, la priorité pour les États, c'est pas forcément la lutte contre la pollution. Ça va être plutôt le sauvetage économique, ça va être... Voilà. Donc, nous, on vit ça depuis... moi, je suis au CED depuis 33 ans. Et voilà, à chaque fois que vous avez une pollution, vous avez une augmentation de moyens. Et puis après, ça... Voilà, mais j'allais dire, c'est presque... C'est humain. Voilà, on a
Il y a des priorités, et les hommes politiques décident de priorités. Et, la pollution, c'est une priorité, j'allais dire, conjoncturelle pour les accidents. Hein. Le chronique, ça c'est autre chose. Hein. C'est la grenouille qui meurt dans son bac. Hein. Donc, d'une façon générale, c'est sûr que les accidents de pétroliers, même si c'est pas grand-chose par rapport au rejet de pétrole dans la mer, ça choque les esprits des populations. Donc, politiquement, il y a une réaction. Hein. Et même si cette réaction est jugée par le grand public comme trop lente, c'est clair que la réglementation qui va derrière, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Hein. Quand on va dans des institutions comme l'OMI, moi j'y vais depuis très longtemps, quand quelqu'un a une idée, il faut 10, 15, 20 ans pour qu'elle soit mise en œuvre. Mais cette idée, quand elle débouche sur une réglementation, elle amène à des effets. Si vous regardez, j'en parlais tout à l'heure, les effets des réglementations sur les rejets illicites par rapport à Marpol 73-78 dans la Manche, vous voyez qu'il y a 2 textes qui ont fait chuter depuis 20 ans, mais alors très considérablement, les rejets observés. C'est la détermination de la Manche en zone spéciale. Donc, on n'a pas le droit de rejeter quoi que ce soit par les navires dans la Manche. Donc, au bout de 10 ans, ça a déjà chuté. Et le deuxième palier, c'est une deuxième réglementation qui a été prise par la communauté européenne pour mettre en place des stations de déballastage dans tous les ports européens. Et là, deuxième chute. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau de rejet illicite très très bas par rapport à il y a 20 ans. Donc voilà, il y a l'inertie de la réglementation et puis il y a les conjonctures qui font que bien il y a des financements. Bah oui, nous, c'est sûr que demain il y a un accident, le budget du CEDRE, il ira beaucoup mieux qu'aujourd'hui, c'est clair. Fernando, vous voulez peut-être compléter le propos de M. Rousseau, Jean-Yves, Fernando. Moi, je vais peut-être rajouter effectivement pour sur le sujet, donc je partage l'avis de M. Rousseau. Pour ce qui est des satellites, c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des arbitrages dans leur utilisation entre des applications qui sont d'un côté la surveillance de l'environnement et de l'autre la surveillance d'activités illicites. Bon, on était aux assises de la mer, donc on mentionnait donc l'utilisation des satellites pour faire de la surveillance de trafic de drogue. Enfin bon, il peut y avoir des arbitrages aussi à ce niveau-là. L'important, c'est d'être bien conscient que la construction d'un satellite, le lancement d'un programme satellite, ça prend énormément de temps. Et donc, on l'a vu, hein, le satellite européen là, qui a été utilisé pour la fameuse image, donc on a vu plusieurs fois aujourd'hui. Donc, il avait été lancé 6 mois avant cette catastrophe. Il a duré 2 fois plus longtemps que prévu, mais malgré tout, donc maintenant il n'est plus en orbite. Et son successeur, il n'est pas encore lancé. Donc on a toujours tendance à tirer un petit peu sur la corde. Et malheureusement, souvent, l'accident, il arrive au moment où voilà. Il n'y a rien. Donc, je crois que à une mobilisation forte. C'est ce que je mentionnais donc, dans ma conclusion. Donc c'est pas nous seulement donc, comme, en tant qu'entreprise donc, qui avons investi dans ces moyens de lutte, mais c'est aussi à tous les acteurs qui sont concernés par cette lutte pour les pollutions, donc d'agir auprès des différentes autorités pour un lobby, pour mentionner l'importance donc, de ce moyen, parce que bon, il y a des résultats, quoi, donc, comme on a essayé de l'illustrer tout à l'heure. Je crois qu'il y a une dernière question dans le public. Je vais vous demander d'être très bref, autant dans la question que dans la réponse, si c'est possible, bien évidemment, puisque nous sommes très en retard. Merci. Christian Garnier, Fédération France Nature Environnement. Nous avons une très grosse inquiétude qu'on avait déjà exprimée lorsqu'on a demandé les paquets Erika successifs. C'est que, bien sûr, nous voulions qu'on fasse le ménage au niveau de la sécurité maritime dans les eaux européennes. Nous n'avions aucune envie de voir des navires poubelles et des bombes chimiques commencer à passer au-delà des nouvelles Hébrides et de prendre de nouvelles routes et d'aller exactement continuer les pollutions antérieures un peu plus loin. Alors, je n'ai
pas entendu d'éléments sur cette situation jusqu'à présent. Alors peut-être que ce sera abordé plus tard, mais c'est une question qui me paraît majeure. Alors demain, il va y avoir un workshop sur les risques émergents liés au transport maritime, et notamment M. Verrier qui vient d'arriver, qui va parler de l'ouverture des nouvelles routes arctiques. Donc je ne sais pas si ça arrive. Non, mais c'est pas dans les risques émergents, c'est dans les bateaux qui sont en train de circuler depuis qu'on les a rejetés des eaux européennes. C'est un problème en cours. D'accord, mais des tu veux dire qu'on va certainement parler demain. Donc, est-ce que quelqu'un veut, Monsieur Rousseau? Oui, je veux bien dire un mot, mais parce que j'ai vécu cet événement extraordinaire à l'OMI après l'Erika, où les États européens, la France, la Belgique, l'Allemagne, etc., pour justement ne pas rentrer dans ce système-là, on fait une déclaration officielle portée par la France le jour de l'ouverture du comité de protection de l'environnement marin qui a suivi l'Erika, pour dire que justement la France, l'Allemagne ne sortiraient pas du système international pour prendre une mesure régionale qui aboutirait à exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on repousse un peu plus loin, parce que nous, on a les moyens de contrôle, on a les moyens, etc. Et donc, il faut absolument que les États restent dans un système international pour que la réglementation elle soit internationale et pas régionale. Alors, il y a des gens qui ont dit que les navires du style Erika, ils sont arrivés en Europe parce que les Américains avaient pris l'OPA 90 après Exxon Valdez. Donc, les Américains qui prennent des mesures régionales, ça ne les dérange pas beaucoup, hein. Mais voilà, les pays européens ne sont pas dans cette logique-là. Les pays européens restent dans le sein de l'OMI pour que ça soit des réglementations internationales qui s'appliquent partout. Et ça, c'est très important, vous avez raison de le dire. Alors, évidemment, des mesures comme celles qu'on prend, même dans les eaux françaises, de sévérité d'intervention sur les rejets illicites, et d'ailleurs, c'est une des idées de l'accord de Bonn, où on fait tous les ans des opérations sur plusieurs jours d'observation en mer des pollutions avec de la flotte aérienne qui fait le contrôle de la mer du Nord. Et l'idée, c'est de faire un exercice un peu au-delà des eaux de la zone de l'accord de Bonn, pour aller jusqu'en Mauritanie, pour voir si justement il n'y a pas beaucoup de bateaux qui ne polluent plus nos eaux européennes, et puis dès qu'ils arrivent au large du Maroc, Mauritanie, Sénégal, allez, ça commence, et voilà. Donc voilà, l'idée, vous avez bien fait de souligner, c'est qu'il faut être cohérent jusqu'au bout. Si c'est pour reporter les rejets dans des pays qui n'ont pas le moyen de contrôler, qui n'ont pas le moyen d'intervention, ça ne sert pas à grand-chose de réglementer, quoi. Merci. Et pour finir, on va vous demander, comme à tous les intervenants depuis le début de la journée, une petite recommandation ou quelque chose pour assurer un avenir plus sûr en matière de sécurité maritime aux océans et aux mers du monde entier. Je vais écrire au Père Noël, c'est ça? Allons-y, soyons optimistes. Non, il y a tellement de choses. Non, moi je dirais qu'au-delà de la technologie, derrière tout ça, c'est les hommes. Hein, c'est les problèmes culturels, moi je dirais. Et la sensibilité à tous les niveaux, la prise de conscience, à mon avis, quand on regarde bien, on revient toujours à des problèmes de culture. On l'avait vu pendant la guerre du Golfe. Hein, la mer, c'est rien du tout. C'était le désert qui était sacré. Enfin, j'ai plein d'exemples comme ça. Donc pour moi, le fond du problème, pour que les politiques à un moment prennent des décisions environnementales, globales, efficaces, ça veut dire que c'est au niveau des enfants dans les petites classes. Je le dis parce que j'ai des petits-enfants maintenant. Je pense que c'est là que ça se situe. Hein. Nos enfants et nos petits-enfants, s'ils veulent que demain, ils aient quelque chose qui ressemble à ce qu'on a connu, malgré tous les problèmes de couche d'ozone, etc., eh bien, je pense que c'est par eux que ça passe, que culturellement, ils aient une vraie conscience de l'enjeu environnemental. Nous, il faut on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on leur laisse quelque chose de complètement pourri, mais je pense que c'est par l'éducation. Hein. On voit bien les pays qui émergent aujourd'hui, c'est parce que depuis 30 ans, ils éduquent leur population. Eh bien, je pense que c'est pour tous les sujets pareils. Au-delà de la technique, je pense que c'est vraiment un problème culturel. Oui, je rejoindrai tout à fait Christian Rousseau là-dessus. Je reprendrai encore cet exemple donc, de station Vigisat qui a été installée en 2009. Bon, elle a été installée en Bretagne. Bon, il y a une
une volonté aussi extraordinaire pour créer cette station, donc d'investir dans cette station. Bon, il y a des gens qui ont vécu les différents accidents en Bretagne. Bon, c'était la génération à Moko-Cadiz plutôt, mais tous ces gens, enfin, cet aspect humain est important pour lutter contre tous les obstacles qu'on peut avoir pour créer cet outil de lutte. C'est une motivation humaine très importante. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'une recommandation ou la lettre au Père Noël, c'est c'est d'espérer que cet outil puisse être maintenu pour les successeurs d'Envisat qui sont prévus et qui, j'espère, seront financés par la Commission européenne, comme c'est actuellement prévu. Pour notre part, je crois qu'il faut sortir du concept que nous avons créé des bateaux qui sont insubmersibles et penser que les meilleurs bateaux, les meilleures technologies peuvent faire couler un bateau pour des raisons humaines, tout simplement. Donc, il faut penser les bateaux pour la situation du post-accident et les préparer pour qu'ils soient proactifs au moment où l'accident est là. Et que ce soit les navires lui-même qui commencent à être un peu l'élément des sorties des crises et pas simplement un acteur passif qui attend de la terre les secours qui vont venir les délivrer de ces polluants. Donc, revoir la conception des navires, ce n'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, on peut le faire. Le coût n'est pas très élevé et on pourrait faire des très grandes économies et qui serviraient à tout le monde, à la société, aux partenaires du shipping, aux industriels. Et c'est aussi des manières de progresser dans les nouvelles technologies. De mon point de vue, donc le rôle d'un centre technologique comme l'EASTI, c'est de mettre à disposition des avancées scientifiques, des avancées technologiques, donc pour avoir des outils pour gérer des crises, etc. Il ne faut pas que nous réagissions simplement sur des grands événements type crise prestige, mais effectivement, on parlait avant des déchets flottants, etc. Il faut aussi que nous réfléchissions à comment apporter des solutions à des problèmes de pollution donc beaucoup plus petites et du jour le jour, pour que nous puissions consolider toutes les structures mises en place, etc., au niveau européen, transfrontalière, local. Les réseaux d'observation dont j'ai parlé, nous travaillons pour que nous puissions identifier d'abord des sources de pollution, des zones de convergence, etc., pour améliorer l'efficacité de la lutte en mer. Pas seulement pour les hydrocarbures, mais par exemple pour des déchets flottants. Nos rôles, c'est vraiment pas seulement de répondre dans les grandes crises, mais essayer de toucher les problèmes du jour le jour des gestionnaires qui auront plus d'effet, donc pour que les politiques puissent appuyer et consolider ces avancées scientifiques. Merci beaucoup. Merci à tous pour la qualité de vos interventions.